1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Ivan Jacob, notre journaliste à la mode. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au temps de la belle époque, Ivan, pour découvrir que la mode qui était à la plume a déplumé les oiseaux du monde entier. Elle s'appelait Martha, elle avait 25 ans, elle est morte le 1er septembre 1914 au zoo de Cincinnati dans l'Ohio. Qui était Martha ? La dernière tourte voyageuse de l'histoire de l'humanité. Alors la tourte voyageuse, ce n'est pas une quiche à l'ananas, c'est une sorte de pigeon voyageur. Et c'était, figurez-vous, l'espèce la plus importante au monde au 19e siècle. On estime qu'il y en avait entre 3 et 5 milliards. Et tout à coup, en à peine 20 ans, patatras, plus aucune tourte voyageuse. Alors, comment expliquer un tel carnage ? Eh bien, la tourte, apparemment, c'était bon et assez facile à attraper. Donc, les Américains en ont mangé des tonnes. Mais la tourte, c'était aussi joli. Ça avait comme ça une petite tête d'un téton bleu, une poitrine rouge-orangée et des ailes bien blanches. Et ça allait très bien sur un chapeau. Ah bon ? Mais oui. Parce qu'à partir des années 1870, il y a une véritable folie du chapeau à plumes. C'est la grosse tendance de la belle époque dans les grandes villes américaines et en Europe. Et ces chapeaux, ils sont de différentes formes. Certains utilisent seulement les plumes de l'oiseau, en petites touffes flamboyantes comme ça. D'autres utilisent carrément l'oiseau en entier avec la tête et tout. On se demande si ça tient bien quand même un pigeon entier sur le crâne comme ça. Vous Bonne avez ces question. En fait, il y a 2 options. Soit on attache l'oiseau sur le côté du chapeau avec des fils de fer et on peut même utiliser des petits systèmes de ressorts pour lui faire battre des ailes artificiellement comme s'il n'était pas décédé. Parfois, on l'entoure même de feuilles et de mousse pour qu'il ait l'air non seulement de ne pas être décédé, mais en plus de s'ébrouer dans la nature avec bonheur. Et la deuxième option, c'est de modeler le corps de l'oiseau pour qu'il prenne directement la forme d'un chapeau et on le pose sur sa tête un peu comme un bonnet, comme ça. Mais franchement, Ivan, les coiffures à plumes, ça date pas du 19e siècle. Il y en a toujours eu dans l'histoire. Mais vous avez raison, Stéphane. La plume est à la mode depuis longtemps. Louis XIV en faisait même venir de Madagascar. Marie-Antoinette adorait se coller des plumes d'aigrettes dans le pouf. Mais le problème, c'est que la mode de la belle époque intervient dans un contexte d'industrialisation et que donc la chasse, comme le reste, devient massive. En 1900, aux États-Unis, l'industrie chapelière emploie plus de 80 000 personnes. Et il y a autre chose qui est produit massivement à l'époque, ce sont les magazines de mode qui diffusent donc largement cette tendance au plus grand nombre. En anglais, on appelle ça le plume boom. Toutes les femmes veulent leur chapeau à plumes. En 1886, un ornithologue qui s'appelle Frank Chapman écrit une lettre désespérée au magazine Forest and Stream. Il dit avoir croisé en seulement 2 promenades à Manhattan 700 chapeaux, dont 543 décorés de plumes d'oiseaux. Ça fait les 3/4 des chapeaux avec des oiseaux dessus. Et évidemment, ce qui était une idée déjà un peu moyenne dès le début devient carrément une course absurde à qui aura le plus gros chapeau et surtout à qui aura l'oiseau le plus chatoyant. Les femmes les moins fortunées, elles se tournent vers les plumes de dinde, d'oie, de pigeon, de pintade. Mais les plus riches, elles veulent du volatile exotique. La plume d'autruche d'Afrique du Sud est si recherchée que sa valeur atteint presque celle du diamant. Vous vous rendez compte ? Et plus les plumes deviennent rares, évidemment, plus leur prix augmente. Le gramme de plumes de l'aigrette neigeuse, par exemple, vaut le double du gramme d'or à cette époque. Et l'autre facteur aggravant, c'est que pour avoir l'oiseau le plus chatoyant, il faut le prendre au moment de sa reproduction, quand il sort son plus beau plumage pour attraper des femelles. Et la chasse excessive laisse donc des milliers de petits oisillons sans parents et sans chance de survie, tuant d'un même coup 2 générations d'oiseaux. Mais est-ce que véritablement cette mode a menacé des espèces ? Oui, aux États-Unis, on estime qu'il y a eu plus de 5 millions d'oiseaux tués dans les dernières années du 19e siècle. En fait, c'est un tel carnage que la société commence à se mobiliser pour leur défense. À Boston, notamment, qui devient l'épicentre de la lutte pour la défense des oiseaux, il y a une femme de la bonne société qui mobilise l'opinion sur le massacre des oiseaux et elle demande aux femmes d'arrêter de les mettre sur elle. L'affaire de la tourte voyageuse a vraiment marqué les esprits. Elle a prouvé que les hommes peuvent être responsables de l'extinction d'une espèce. C'est quelque chose qu'on avait du mal à croire avant. Et en 1903, le président Roosevelt, qui est un passionné d'oiseaux, intervient. Il crée le premier refuge national de la faune sauvage. Ce ne sera pas suffisant pour sauver les tourtes, comme je vous l'ai dit, mais c'est un premier pas. En 1916, les États-Unis et le Canada signent une convention pour la protection des oiseaux migrateurs. Mais en 1916, la belle époque est finie, la tendance des chapeaux à plumes est passée, et c'est finalement
cette folie de la mode qui aura donné naissance aux toutes premières organisations de défense des animaux. Incroyable. On a appris des choses. Et plus jamais on verra une On verra tourte, alors. plus de tourtes Non. voyageuses. Mais On n'a n'a pas il n'y a conservé pas- leur ADN. On n'a pas trouvé, il n'y en a plus de deux, il n'y a pas un ou deux exemplaires. C'était Martha, c'était elle, la dernière. Ça me fend le cœur. Non mais autant il y a des espèces qu'on ne va pas regretter, autant cette espèce on la regrette. La tourte voyageuse, oui, Oui. bien Alors, sûr. Rien que pour son nom. Oui. Mes aïeux, quelle époque. Merci Ivan. Dans un court instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et sa console de jeu. Mais avant, nouvel extrait de son album qui sort vendredi. C'est Pierre Demar sur Europe.